Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous pour ce 55e épisode de TSI, le podcast du saut et du combiné. En l'occurrence, ce week-end, c'était uniquement du saut spécial qui nous a occupés en Coupe du Monde. Le week-end des aides, Zakopane chez les hommes et Zao chez les femmes. On va commencer par la Coupe du Monde hommes et le dénouement de la tournée polonaise dont on vous avait parlé la semaine dernière à Wisła. Alors, on aurait dû avoir une épreuve du mercredi à Styrk, mais qui a été annulé à cause du vent. Il y avait déjà une qualification un petit peu chaotique, mais bon, ça avait pu se dérouler. Cette qualification a compté dans le classement de la tournée polonaise, parce que c'est un classement de toutes les manches, un peu sur le format du rower. Mais l'épreuve n'a pas eu lieu. Il y a eu quelques sauteurs, enfin quand même une bonne partie de la première manche qui a eu lieu, mais ça devenait beaucoup trop aléatoire et dangereux. L'épreuve a donc été annulée. C'est la première annulation de la saison. On a retrouvé tout le grand cirque de la Coupe du Monde à Zakopane le week-end avec un format classique à Zakopane, un par équipe pour débuter le samedi. Un par équipe remporté de fort belle manière par l'Autriche devant la Slovénie qui est clairement la deuxième nation enfin ou la première, enfin en tout cas c'était voilà, je dénoue un petit peu, mais qui était la nation dominante à Wisła et qui confirme sa forme du moment. Et la troisième place pour une Allemagne solide sans être flamboyante. Quatrième, le Japon. Le Japon, on a cru longtemps qu'il pourrait y avoir un podium. Nakamura, qui a du mal à passer les qualifications, a fait une compétition correcte. Nikaido était très très fort. Junshiro Kobayashi était correct aussi. Et il aurait fallu un Ryoyu de gala pour aller prendre le podium. Et Ryoyu Kobayashi n'a pas été de gala, avec des performances plutôt moyennes pour lui, et ça fait quatrième pour le Japon. Cinquième, la Norvège, on revient pas dessus, et leurs difficultés du moment. Et sixième, la Pologne à domicile, clairement, pas de miracle pour la Pologne. Enfin, de toute façon, dans le saut à ski, il y a pas de miracle. Ils sont pas dedans, ils sont pas en mesure de jouer les podiums cette saison et sur cette tournée polonaise, malgré le support quand même toujours enthousiaste des spectateurs, ils ont pris la sixième place. Le dimanche, c'était le classique aussi, épreuve individuelle. Et là, franchement, c'était peut-être l'épreuve la plus facile à pronostiquer de la saison. Stefan Kraft a gagné. Et Stefan Kraft avait gagné la qualif. Stefan Kraft a été impérial pendant l'épreuve par équipe. Et sans aucune surprise, et malgré des conditions vraiment difficiles, il avait vraiment des conditions mauvaises, tout simplement. Il a gagné cette épreuve avec une bonne marge. C'est son 109e podium et il devient donc le sauteur avec le plus de podiums en Coupe du Monde depuis les débuts de la Coupe du Monde. Donc c'est un peu un moment d'histoire qui s'est écrit. Et puis on se demande jusqu'où il va aller. En fait, là, même en vente d'eau, donc c'était lui qui avait le plus de ventes d'eau de toute l'épreuve et il était quand même extrêmement fort, toujours cette capacité à voler. Heu, voilà, et là, un Stefan Kraft comme ça, donc libéré de la pression de la tournée, on l'avait dit à la tournée, peut-être un peu trop d'inhibition au début de tournée, cette pression. Voilà, là, il a retrouvé les standards coupe du monde et c'est juste magnifique. C'est du Stefan Kraft, de très haut vol. Deuxième, Andreas Wellinger. C'est la logique de ces 10 jours. On l'a un peu vu venir aussi. C'était pronosticable sans trop de soucis. Des sauts à la Wellinger, hein, rapides à la table, sobres en l'air et qui se posent proprement. Et troisième place pour Anche Lanišek. Donc, pas de surprise non plus, hein. Finalement, il était en forme depuis un moment. On l'aurait même déjà attendu sur le podium des Vissois et il s'était un peu raté en deuxième manche. Là, ça passe pour un podium. C'est la logique de ces 10 jours. En fait, là, c'était vraiment les hommes en forme du week-end. On notera aussi la belle image concernant Anche Lanišek. On se rappelle qu'à Planissa l'année dernière, quand il était monté sur le podium de la Coupe du Monde, donc à la troisième place, il était monté avec une effigie en carton grandeur nature
de David Kubacki qui était rentré près de sa femme malade. Voilà, sans son départ précipité, c'était Kubacki qui avait la troisième place de la Coupe du Monde sans aucun doute. Et Anchela Nichak qui avait montré un signe à la fois de solidarité pour dire voilà, on pense à toi, David, et à ta femme. Et aussi montrer, bah voilà, je sais que je suis sur le podium parce que tu n'étais pas là et on te doit vraiment le respect pour ta saison. Et bah, le respect c'est retourné parce que les Polonais, ils ont la mémoire longue et ils ont honoré Anchela Nichak à Zakopane en- tout simplement en l'acclamant à chacun de ses sauts et en faisant peut-être même une petite cérémonie pour lui dire merci, merci de ce que tu as fait pour David Kubacki. Donc, c'est un petit moment d'émotion, c'était bien beau. Si on veut regarder un peu les performances individuelles de ce week-end, en dehors de ces trois du podium, on peut relever donc les performances de Ryan Nikaido qui était vraiment dans les hommes forts. Alors, il fait seulement 10e dimanche en individuel, mais bon, il a sauté aussi un moment en première manche un peu compliqué, donc ça s'est pas vraiment concrétisé. Le podium était peut-être envisageable, un peu à la Lovrokos aussi, des performances proches du podium, peut-être top 5 plus que podium, parce que le niveau est très haut, mais voilà, c'est des sauteurs qu'on a plaisir à voir dans le haut du classement, et un peu surprenant, ça nous sort un peu de nos 3-4 qu'on voit tout le temps. On peut citer Stefan Embarer qui fait 13e comme à Innsbruck. Alors notre ami Stefan Embarer et ses 17 ans, il est très fort, hein, ça se voit, il faut qu'il améliore un peu les posées. Clairement, en termes de points, il a perdu beaucoup de points sur les posées en se posant très loin. Bah, ça s'appelle l'expérience, hein, et venir en niveau de saut maintenant, il se place comme un sauteur apte à être dans l'équipe d'Autriche. Et c'est pas rien, l'équipe d'Autriche. Il faut maintenant un peu améliorer les posées. En tout cas, 13e, c'est remarquable. Et même si ça s'est pas concrétisé dimanche avec une 31e place, moi j'ai envie de parler de Domaine Preutz. J'ai trouvé bon pour son niveau habituel dans le vent d'eau. Je m'explique. Domaine Preutz, on connaît son style ultra agressif et on sait que Domaine Preutz en vent d'eau, il faut pas en attendre grand-chose. Et là, l'épreuve par équipe, il a vraiment été à la hauteur. Et là, vraiment, quand il saute dans l'épreuve individuelle, c'était le moment où il y a 4-5 sauteurs de suite qui se qualifient pas, qui sortent. Donc, c'était clairement pas jouable. Mais voilà, en dévoilant un tout petit peu la suite du programme, on s'approche des championnats du monde de vol à ski et bizarrement, il semble dans une bonne forme. Dans les performances individuelles un peu plus négatives, je voudrais parler du Norvégien Jorgensen qui remplace un Sébastien Oswald qu'on suit de week-end en week-end et qui avait du mal à concrétiser. Et bah, c'est encore un Norvégien qui arrive, qui a dominé en Coupe continentale et qui n'a pas marqué de points. 45e de l'épreuve, 28e de la qualification, c'était pas glorieux non plus. Donc c'est ce problème de conversion des des Norvégiens qui dominent en Coupe continentale, c'est vraiment un sujet. Enfin, de week-end en week-end, enfin de période en période, chaque Norvégien qui gagne son quota vient en Coupe du Monde, se prend deux roustes et repart deux week-ends après et laisse la place à un autre qui vient se prendre des nouvelles roustes. Alors le prochain Norvégien qui a gagné un quota en Coupe continentale, c'est Robin Peterson qui a flambé à Innsbruck, j'en avais parlé dans un Tsi Express, et qui a aussi flambé, qui a été très très bon à Sapporo. Il va même être dans l'équipe norvégienne du vol à ski à Kulm. Bah, espérons qu'il va pas subir la malédiction de ses coéquipiers, parce que franchement, il est très très en forme, il a un style de vol très agressif, très en H, et on peut lui souhaiter de réussir mieux que ses prédécesseurs. Et un petit bémol aussi sur un Yeven Marouziak qui est vraiment dans le dur depuis le début de saison, alors qu'on approche de Kulm et que l'année dernière, c'est là où il avait vraiment sauté de façon exceptionnelle au vol, enfin volé même, et inquiétude sur le fait qu'il puisse être en mesure de refaire de telles performances. Euh, pour conclure sur cette période de saut masculin, donc on va détailler un peu le classement du Polish Tour, donc qui nous a occupé, on le rappelle, sur Wisła, Schierk et Kopené. C'est l'Autriche qui l'a emporté. Alors vous vous souvenez peut-être, il y a deux week-ends, j'avais dit 98% de chances que ça soit l'Autriche qui gagne.
Ça me paraissait évident à la sortie de la tournée. Finalement, après le week-end de Wisła, il y avait débat parce qu'ils avaient une cinquantaine de points de retard sur une Slovénie assez en forme, même très en forme. On avait fait les paris, Will et moi, le week-end dernier, et Will était confiant sur le fait que la Slovénie garde les places. J'avais dit Autriche pour rester dans ma cohérence du d'avant tournoi, d'avant tournée polonaise. Bon, c'est finalement l'Autriche qui l'a emporté. Alors, pas grand-chose, hein, quand on pense qu'il y a eu 8 ou 9 manches, enfin, il y a eu 7 manches, pardon, et avec 2 sauteurs à chaque fois comptabilisés et 4 dans le par équipe, il y a que 9,9 points d'écart, donc ça veut dire même pas, enfin, à peine 5 mètres en fait, sur autant de sauts. Donc ça veut dire que c'est deux nations qui étaient au même niveau sur 10 jours. Et en soi, c'est une grosse performance de la Slovénie face à l'ogre autrichien. Ils sont 3 Slovènes à avoir été comptabilisés dans ce classement. C'est Peter Preutz, Lovro Kos et Ance Lanišek. Les Autrichiens qui ont contribué à la performance, c'est Manuel Fettner, Jan Earl, Stefan Kraft et Michael Bock. Donc c'est quand même la grosse équipe d'Autriche. Troisième place de ce Polish Tour par l'Allemagne. Mais alors là, il y a un gros écart, hein, à 129 points. Wellinger était clairement en forme, hein, on l'a vu sur les podiums et podium aussi de qualification, hein. Il a été podium de toutes les manches individuelles, des 3 qualifications et des 2 épreuves. Mais c'est ses coéquipiers qui étaient un petit peu en reste, hein. Un Stéphane Leyeux un peu moins en forme, un Karl Geiger bah, clairement dans la lignée de sa tournée, bah, en fait, comme les autres. Un Pius Paschke, pareil. Il faut voir, par exemple, sur la dernière preuve à Zakopane, le deuxième allemand, il est 15e, hein, c'est Pius Paschke, donc c'est pas suffisant pour gagner le Polish Tour. Et ça change un peu du début de saison où ils étaient facile 3 dans les 5. Là, il y a que Wellinger qui garde son niveau pré-tournée, et les autres sont en baisse. Quatrième, le Japon à 180 points, donc un Japon porté par Kobayashi Nikaido. Là, il y a que eux qui ont scoré pour le Japon. Et cinquième place pour la Norvège. Donc là, c'est quand même une contre-performance, mais on s'en étonne pas après le début de saison. Un Forfang toujours autour de la place entre 5 et 10, hein, 5 et 11. Enfin, il fait 3 11e places, il fait une 6e place, il fait une 8e place. Du Forfang dans le texte, hein, il continue sa série hallucinante de top 10 sans podium. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est de très 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 loin le recordman de top 10 en Coupe du Monde sans podium consécutif, donc depuis son dernier podium. Et puis bah, les autres, Lindvik, toujours autour de top 10, top 15, Granerud qui fait un éclat de temps en temps, Sundal qui est là, hein, autour du top 15, top 20, donc c'est pas honteux pour lui, il fait une bonne saison à son niveau, mais l'équipe norvégienne globale est en difficulté. Sixième place pour la Pologne à domicile, qui, bon, bah voilà, on l'a déjà dit un petit peu avant. Toujours pareil, hein, toujours pas de top 10 individuel pour la Pologne en Coupe du Monde, mais il tourne autour, hein. Sur cette tournée polonaise, on a du 12, du 13, du 14, encore du 13, du 14, du 11, du 12. Mais ça fait pas de top 10. Il y a eu un espoir fugace sur l'épreuve de Zakopane individuelle. Et avec Alexander Schnitzol, troisième de la première manche. Mais bon, son vrai niveau, c'est plutôt certainement la 11e place. Donc c'est pas mal, hein. C'est une belle forme de vol. En plus, techniquement, il saute bien. Que la 3e place actuellement. J'ai hâte de le voir à Kulm sur le vol à ski, hein. C'est un bon voleur. Donc ça veut dire ça peut être la satisfaction polonaise dans cet océan de difficultés. 7e, la Suisse, mais là, on est à des années-lumière à 130 points avec des Suisses moins performants qu'en début de saison. Deschwanden qui fait un saut de temps en temps, mais qui joue plus les top 10. Là, ça s'est arrêté avec la tournée. Il fait partie de ces sauteurs où la tournée a cassé la dynamique. Et 8e place pour l'Italie avec là, du Bressadola qui enchaîne les points, du Alex Insam qui fait les meilleures performances de sa carrière week-end après week-end. Donc pour l'Italie, c'est satisfaisant, d'autant qu'ils sont devant les États-Unis avec un T de France, pardon, dont on avait parlé le week-end dernier à Wisła, qui a continué à plutôt bien sauter à Zakopane, mais en étant quand même un peu plus en retrait, hors des points, hors des 30. Je pense que Wisła, ça lui correspondait bien en termes de saut. Alors on va voir ce que ça donne au vol à ski, parce que là, on avait dit qu'on avait un tremplin qui pouvait faire penser à du vol à ski à Wisła. Et 10e, la Finlande.
bon, la Finlande avec Aalto et surtout Nussiainen, qui sont les deux un petit peu présents, qui passent les qualifs. Je l'ai un peu. Et avant de passer à l'étape suivante, on peut aussi rappeler qu'on a eu quand même une épreuve de dimanche à Zakopane particulière, avec une sorte d'école des fans, j'ai appelé ça un peu en discussion en privé. Euh, Tout le monde à 130 mètres, voire tout le monde à 135 mètres, un jury plutôt audacieux. Alors, on peut voir les deux points de vue. En fait, au bout d'un moment, j'en avais marre de voir tous les sauteurs à 135 mètres, là, surtout en deuxième manche. On a un Raymond à 139 mètres qui est 19e. On a du Peter Prehout 136 mètres qui est 20e. Roman Kudelka 137 mètres qui est 20e. Il fait le 20e saut de la deuxième manche à 137 mètres. Ça veut dire qu'en fait, le jury a envoyé tout le monde loin. Mais d'un côté, quand ça va pas loin, on râle aussi. Si on avait eu une épreuve un peu classique avec là, il y a quand même quasiment plus d'un mètre de vent d'eau en permanence, plus d'un mètre seconde de vent d'eau. Si le jury avait été fébrile, mais en fait, on aurait certainement eu plus de la moitié de la manche en dessous des 120 mètres, quoi. Le point K, il est à 125 mètres. Et là, en fait, le jury a envoyé, puis baissé les plateformes au fur et à mesure pour s'adapter au niveau des sauteurs. C'est bizarre, je sais pas. J'aimerais que vous pouvez m'en parler en message privé ou en commentaire là, du podcast. Je serais curieux d'avoir votre avis. D'un côté, on s'amuse bien, on voit tout le monde qui va loin, donc c'est quand même pour ça qu'on aime bien le saut à ski. Je pense qu'au tremplin, les spectateurs se sont régalés. Mais par contre, il faut se méfier des analyses, quoi. Là, en fait, vu que tout le monde allait loin, on peut pas dire, tiens, ouah, plus pêche que ça y est, c'est reparti, il a remis la marche avant, il a fait 138 mètres 50, il retrouve la forme. Ou même pour les Polonais, Stor à 137 mètres et demi. Allez, ça y est, c'est le retour de Stor, Kubacki 137 mètres. Ouais, c'est le retour de Kubaski, et ainsi de suite. En fait, non, ils ont tous fait ces distances-là. Et en fait, finalement, le classement de l'épreuve de Zakopane, c'est le classement de la saison. Hein. Un Earl 6e, Fetner 7e, Lovrokos dans le top 10, le podium habituel. Enfin, finalement, il n'y a pas de changement de rapport de force, c'est juste que tout le monde est allé loin. Il faut se méfier des analyses, dire lui, un tel est revenu en forme. Non, en fait, le classement est conforme aux états de forme de chacun, avec un jury qui a permis à tout le monde d'aller loin et qui a baissé les plateformes quand ça commençait à aller un peu trop loin pour faire qu'en fait tout le monde se pose entre 135 et 140 mètres. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager votre avis. Moi, au bout d'un moment, j'étais un peu lassé en fait. C'est bizarre, hein. Si tout le monde saute à 120 mètres, on s'ennuie et c'est lassant. Mais finalement, tout le monde à 135 mètres, c'était pas si enthousiasmant que ça. Enfin, il faut quand même voir que Kraft, il gagne. Et je l'ai dit en introduction, il gagne facilement et c'était largement le meilleur. Il gagne à 137 et 134. Je pense que si on fait le cumul des distances, je pense qu'il doit y avoir peut-être au moins une quinzaine de sauteurs qui a sauté plus loin que Kraft sur cette épreuve. Euh, bon, voilà. Heureusement qu'il y a des bons informaticiens et des bons logiciels pour calculer les changements de plateforme, et pourtant je suis pour, calculer les compensations, et pourtant je suis pour. Mais là, sur cette épreuve, ça a rendu les choses quand même étranges. Kraft à l'ancienne, avant plateforme et avant compensation du vent, aurait peut-être été 15e de cette épreuve, alors que clairement ce week-end c'était le plus fort. Donc voilà un peu le résumé de Zakopane. Alors, prochain temps fort, c'était peut-être voilà, la tournée polonaise était pour la FIS un temps fort, mais bon, ça a quand même été un peu compliqué de s'enthousiasmer totalement. Là, il y a un vrai temps fort devant nous, c'est le week-end de championnat du monde de vol à ski, pardon, à Kulm, Bad Mitterndorf, en Autriche. Je crois que c'est un HS 135. Et surtout ce profil, on l'a vu les dernières saisons, vraiment un profil de vol avec des vols très rasants. Et donc là, le champion du monde de vol à ski le week-end prochain sera un voleur. Voilà, il y aura pas de hold-up, il y aura pas de Planitza 2020 avec un des gros pousseurs qui peuvent passer à 5 ou 8 mètres de hauteur et qui peuvent ensuite bien voler, mais qui n'ont pas des trajectoires de voleurs, un peu comme Karl Geiger. Là, que ce soit du vent de face ou de dos, le prochain champion du monde de vol à ski sera un grand voleur.
Il y a aucun doute là-dessus, il sera capable d'emmener, de créer de la vitesse en l'air. Et donc on a hâte de voir ça. Là, les compositions d'équipe commencent à sortir. Bon, il n'y aura pas de surprise par rapport aux hommes qu'on a vus. Et on espère aussi une belle épreuve par équipe. Donc le par équipe, traditionnellement, c'est dimanche. La Slovénie a ses chances, hein, avec la forme du moment. Et il faudra peut-être même devoir choisir entre donc Ance Lanišek, Lovro Kos, qui est le plus gros pousseur et peut-être le moins grand voleur des Slovènes, mais il est très en forme. Peter Preutz, Domen Preutz, et puis qui n'est pas forcément toujours très fiable, mais quand ça passe, c'est exceptionnel. Et un Timi Zajc qui était malade à Zakopane, mais s'il revient en forme, bah, on connaît aussi ses capacités de vol. Donc, gros dilemme en vue pour les Slovènes pour la sélection. Pour la médaille par équipe, voire pour le titre, ça se jouera certainement avec l'Autriche, avec le grand favori individuel, Stefan Kraft, qui n'a encore jamais été champion du monde de vol. Et là, on a l'occasion d'avoir un Stefan Kraft qui remplit une case supplémentaire de son exceptionnel palmarès. J'ai du mal, vous pouvez aussi le mettre en commentaire, quel est votre favori? Bon, voilà, moi je pense que les bookmakers, la cote de Stefan Kraft, elle sera vraiment pas élevée, parce qu'il est en forme, c'est un voleur, c'est en Autriche, c'est quand même le sauteur numéro un du moment et le recordman du monde de vol à ski, donc favori numéro un. Le programme complet, donc c'est jeudi la qualification pour qualifier 40 sauteurs. Vendredi et samedi, donc 2 manches, vendredi 2 manches, samedi, donc le championnat du monde de vol à ski sur le format habituel des 4 manches qui s'additionnent. Et donc dimanche, le par équipe. Un petit mot sur le fait que donc, les Français ne seront pas engagés à Kulm, ils seront en Coupe continentale à Villingen. Euh, Villingen qui sera là aussi la prochaine étape de Coupe du Monde le week-end après Kulm. Donc ça fait depuis 2017 ou 2018 qu'il n'y a pas eu de Français engagés dans des grandes épreuves internationales. Et ça continue. Une année supplémentaire, on espère que c'est la dernière année qu'il y aura du monde au championnat du monde à Trondheim l'année prochaine. On passe maintenant au saut féminin. La Coupe du monde féminine de vol à ski qui était pour son deuxième week-end consécutif au Japon. Donc c'est aussi la tournée japonaise. Alors il n'y a pas de classement, mais on l'appelle tournée japonaise parce que les sauteuses passent 2 semaines au Japon. Et donc après Sapporo et son grand tremplin, on a retrouvé Zhao et son HS 102 ce week-end. Et encore, il faut que le jury se rappelle que c'est un HS 102. On a eu un nombre énorme de manches avec à peine des points K. Notamment les qualifications. Il semblerait que cette année, le jury ait décidé qu'en qualification, on s'amuse pas. Il y a eu plusieurs qualifications déjà cette saison avec aucune sauteuse au point K. Un week-end perturbé dans sa partie finale parce qu'on n'a pas eu d'épreuve dimanche, donc on a finalement que 2 épreuves à débriefer. Dimanche avec des conditions catastrophiques de vent et de pluie. Pas de chance pour Zhao, mais on a quand même eu une épreuve individuelle vendredi et un super team samedi. L'épreuve individuelle a été remportée de façon encore exceptionnelle par Nika Preutz. 12 points d'avance sur Yuki Ito à domicile. Ouais, voilà, Nika Preutz, elle avait un peu, à son échelle, hein, un peu raté son week-end de Sapporo 2 fois 10e, alors qu'elle enchaînait les victoires. Et là, elle a remis les choses, elle a remis les pendules à l'heure. Avec une large victoire, elle avait gagné la qualif aussi très largement. Yuki Ito, hein, qui continue, un deuxième de la Coupe du Monde, deuxième de cette épreuve, c'est très solide. On l'avait vu en forme aussi à Zakopane, et donc elle confirme son excellente forme du moment. Et à la troisième place, on a une Alexandria Lutit, j'ai envie de dire retrouvée, parce que on a passé quand même un nombre incalculable de podcasts à parler de ses difficultés en l'air et ses fautes, hein, tout simplement, fautes en l'air qui engendraient des fautes à la posée. Et ben là, elle a sauté propre, elle a sauté avec de l'énergie, de l'allant et de la vitesse. Elle crée de la vitesse et elle a très très bien sauté et elle prend une méritée troisième place devant Nika Krishna, à nouveau quatrième, comme non, elle était aussi sur le podium à Sapporo, mais quatrième, donc toujours en forme, et Thea Minian Burset, qui aime beaucoup ce tremplin de Zhao, hein. C'est là où elle avait fait ses meilleures performances la saison dernière, et là, elle refait un top 5. Dans les épreuves, là, vendredi, on a Joséphine Panier, huitième,
Et bon, c'est un peu comme si on râlait sur l'arbitre au foot. C'est quand même pas, ça explique pas tout, mais pire condition de vent en première manche. Elle fait une remontée de quelques places en deuxième manche. Alors, il y avait peut-être pas le niveau actuel pour le podium, mais ça serait bien que la malchance s'arrête pour Joséphine Panier. Et Emma Chervet qui fait son meilleur résultat en carrière avec une 27e position. Et c'était pas gagné, hein, parce que son deuxième saut, elle a les pires conditions de la manche. Faut imaginer qu'elle a pris plus 14 points de compensation en deuxième manche quand le podium se joue avec des -4, -5, voire Yukito -10. Donc Yukito, en gros, elle avait 1 mètre de vent de face, quand Emma Chervet avec 1 mètre de vent de dos. C'est pas tout à fait le même sport. Et malgré tout, elle rentre dans les points et elle marque 4 points qui viennent augmenter son total. C'est sa troisième qualification en manche finale là, depuis Noël. Donc Emma Chervet en pleine progression. Sur le super team, finalement, on a retrouvé les équipes en forme individuellement. La Slovénie, plutôt largement, mais finalement 13 points d'avance sur le Canada, ça aurait pu être plus. Mais bon, Nika Preutz, Nika Krishnar, c'était le duo qui scorait sur cette tournée japonaise. Devant un Canada de l'outil toujours très bonne, et Abigail Strait en individuel était un peu en retrait et finalement elle s'est vraiment mise, elle a haussé le curseur sur ce par équipe avec des très bons sauts qui permettent au Canada de prendre la deuxième place devant l'Autriche de Pinkelnig et Tsai Fritzberger, donc en forme les deux, et le Japon. Donc Ito là sur cette épreuve a pas été exceptionnel, et la deuxième japonaise c'était Takanashi, une Takanashi voilà un niveau top 10 en ce moment, hein, mais pas plus que ça. Voilà, c'est aussi l'intérêt de ce format du super team avec seulement deux sauteuses. Ça permet au Canada de se hisser sur le podium, ce qui serait pas le cas sur une épreuve à quatre sauteuses. On a une belle sixième place de l'équipe de France de Joséphine Panier et Emma Chervet entre la Norvège et l'Allemagne. Alors c'est vrai que sur le papier, être entre la Norvège et l'Allemagne, c'est très flatteur. Bon là, la Norvège c'était correct avec Bjørseth et Silje Opseth qui marque des points sur les petits tremplins, donc c'est une upset correcte. Bon, par contre, être devant l'Allemagne, là, malheureusement, ce week-end, c'était pas le gage d'une immense qualité, hein, parce que l'Allemagne était vraiment très, très en difficulté. On va y revenir. Donc, pour faire le bilan de ce week-end, on retrouve une Nika Preutz au top. Une victoire individuelle, une victoire en super team et un globe conforté. Un Canada au top. Et puis, bah, faut franchement signaler que voilà, Joséphine Panier, malgré, elle est en retrait par rapport à ce qu'elle fait en début de saison, pardon, mais c'est toujours très bon, hein. L'année dernière, elle enchaînait pas comme ça les top 10 ou c'était plutôt des top 15 et les top 10 de temps en temps. Là, c'est quand même des top 15 de temps en temps et sinon que des top 10. Et puis, j'en ai déjà parlé, l'enchaînement de qualification en deuxième manche d'Emma Chervet. Dans on va dire les négatifs, hein, on peut le dire comme ça. Là, ce qui a été le plus dur ce week-end à voir, c'était l'équipe d'Allemagne, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Freitag, elle fait 12e en individuel. Schmid, elle nous avait fait un très bon week-end à Sapporo. Elle fait un podium, là, elle fait 30e. Et puis Rose reculée en deuxième. Enfin, non, pas deux mauvais sauts, pardon, pas deux, mais un saut indigne d'une Katharina Schmidt, hein, 73,50 m, dernier saut de la manche. Juliane Zeifert et Louisa Görlich, c'est sûr, on les attend pas dans le top 5, mais là, elles étaient 28, 29 et 30e, les Allemandes, en manche finale de l'épreuve individuelle. Ça fait mal au cœur. Et espérons que voilà, il y a eu aussi peut-être de la mauvaise chance ou de la mauvaise forme, mais on veut revoir cette Allemagne devant. Dans les sauteuses qui n'ont pas été au top ce week-end, on a notre amie, on va le dire, Erin Maria Kvandal, hein. Comment passer un week-end sans parler d'elle? Ah, des coach requests de la Muerte, 3 plateformes en première manche, 4 plateformes en manche finale. Alors, elle fait des bons sauts, mais elle prend pas les points. Et puis, c'est catastrophique en termes de posée. Bon, voilà, faut arrêter de passer trop longtemps, mais elle arrête son saut, elle fait des doubles, triples tours de bras, elle se pose tant bien que mal. Et elle fait 14e. Voilà, donc
Et Yuka Seto, t'es 15e, t'es juste derrière, tu sautes propre comme tout, et puis t'as une Kvandal qui fait n'importe quoi à la posée et qui est quand même aussi forte que ça. Finalement, Pink League fait partie des sauteuses décevantes du week-end. Alors, faut pas être, comment dire, faut pas être trop dur, hein, mais l'année dernière, elle gagne les deux épreuves. Le Zao, cette année, elle fait 9e en individuel et sur le super team, c'était clairement pas la meilleure. Et puis, elle venait d'enchaîner un tel nombre de performances individuelles qu'elle était arrivée aux portes du podium de la Coupe du Monde avec 4 épreuves ratées en début de saison. Et là, c'est un petit temps d'arrêt. On va voir ce que ça donne sur les prochaines épreuves. Takanashi, j'en ai parlé déjà rapidement. Et un mot sur Emma Klinetz, qui n'est pas là. En fait, elle est rentrée, elle a des problèmes de santé. Elle est rentrée se reposer, s'entraîner si possible avant la suite de la saison. Au classement général de la Coupe du Monde, Nika Preutz compte maintenant 89 points d'avance sur Yuki Ito et 149 points sur Joséphine Panier. Eva Pikanig est quatrième à 202 points et Lutit est un peu remonté à 220 points. Donc ces cinq-là, elles- pour moi, elles gardent toujours une chance de gagner la Coupe du Monde. C'est vrai que là, sur les performances et puis l'enchaînement de petits tremplins qu'il va y avoir aussi cette période de la saison, Nika Preutz, là, elle flambe. À voir pour la suite. Ce serait bien qu'il continue à avoir de la bataille. On a quand même Joséphine Panier qui est toujours troisième mondiale. Et on peut presque dire que virtuellement, elle est presque déjà qualifiée pour Vikersund, où c'est les 15 premières de la Coupe du Monde, plus quelques-unes sur le classement du ROR. Mais là, on est déjà, on s'approche tout doucement, enfin, plus que doucement, on s'approche gentiment de la moitié de la saison. Et on a Joséphine Panier, troisième de la Coupe du Monde. La 15e actuellement, elle a, enfin, donc vous avez même regardé la 16e, elle a 198 points. Joséphine Panier, elle en a 524. Donc il faudrait que les sauteuses d'ici Vikersund, donc sur 14 épreuves, là on en a eu 11, elle marque plus de 300 points de plus que Joséphine Panier. Ça paraît inconcevable aujourd'hui. Donc on peut presque déjà se dire rendez-vous à Vikersund pour le vol à ski pour Joséphine Panier. C'est en soi déjà une performance. Le prochain week-end, donc ce week-end du 27 et 28 janvier, on retrouve Ljubno. Donc Ljubno, l'année dernière, c'était la deuxième étape du Silverstone Tour. Donc cette année, ils ont été un peu dégradés. Ils ont une place d'un week-end normal dans le calendrier. Ljubno, c'est un tremplin qui avait été endommagé cet été par des inondations quand la Slovénie avait subi de terribles inondations. Donc c'est beau de voir qu'il est en état. Il y a eu une vraie belle chaîne de solidarité pour remettre en état le tremplin de Ljubno. C'est un HS 94, euh, un des plus petits de la saison avec Inzenbar. Donc on s'attend à voir, à voir les sauteuses de petits tremplins et les sauteuses en forme habituelles. Deux épreuves classiques, rien, samedi, dimanche. Pour Ljubno, voilà, c'est la fin de ce débrief des épreuves de Coupe du Monde. Donc, comme on l'avait un peu annoncé dans l'épisode précédent, il y avait les Jeux Olympiques de la jeunesse à Gangwon, en fait, sur les tremplins de Pyeongchang, donc les tremplins olympiques de 2018, qui ont eu lieu. Pas de médaille française, malheureusement. Il y avait un petit, enfin même un espoir substantiel pour Lilou Zepchi, qui avait un des meilleurs pédigrés des engagés, qui réussissait des belles performances, mais ça n'a pas passé. Peut-être que sa chute au dernier entraînement a été trop préjudiciable. Elle fait quand même 10e, hein, top 10. Il y avait une belle start list des sauteuses comme la vainqueur Taya Bodlach qu'on voit déjà en Coupe du Monde. Pour tout le détail des résultats, je vous renvoie vers le Sea Express qui a été mis en ligne sur nos différents réseaux sociaux. Chez les hommes, c'était une surprise, un Kazakh Ilya Mizernik qui a gagné devant des Autrichiens et des Polonais en pleine forme pourtant. Donc pareil, pour le détail des résultats, je vous renvoie au Tsi Express.
les JOJ qui continuent, là, ces Jeux Olympiques de la jeunesse, le week-end prochain, donc ce 27-28, avec les épreuves de combiné nordique, où on a 4 Français engagés, 2 hommes, 2 femmes, et dont on vous parlera entre Tsi Express et le podcast. Voilà, merci de nous avoir écoutés, un épisode un peu plus court que d'habitude. On retrouvera certainement un Will en pleine forme pour nous débriefer Kulm avec enthousiasme. Et donc d'ici là, bonne semaine, bon vol à ski, et puis à bientôt.